Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Tech, votre rendez-vous qui traite de l'actualité du numérique, de la transformation digitale, des nouvelles technologies, du cloud et bien d'autres sujets. Alors au programme, on va commencer avec les enjeux du numérique éducatif. On recevra la coprésidente d'EdTech France qui est aussi la directrice générale du projet Voltaire. Et puis transformer une start-up en scale-up serait-il plus difficile en région qu'à Paris? En tout cas, la French Tech consacre à cette problématique un programme spécial. On recevra en plateau 3 représentants régionaux. Et puis la Poste, disruptée par l'intelligence artificielle, ce sera le sujet de votre rendez-vous avec Alain Staron. Et on terminera avec la séquence Et demain qui va se consacrer à Twitch. Et vous verrez qu'il n'est pas nécessaire d'être un initié pour y trouver profit. Mais tout de suite, c'est l'heure de plonger dans la rencontre entre la tech et l'éducation. Le numérique a un rôle indéniable dans l'apprentissage. Si avant il n'était qu'un outil à fort potentiel, aujourd'hui, à l'heure où les écoles ferment régulièrement pendant la crise sanitaire, eh bien, il est devenu un outil indispensable, voire le seul outil pour garder le lien avec l'apprentissage. Alors pour en parler, on reçoit Mélanie Viennot, directrice générale du projet Voltaire et coprésidente d'EdTech France. Alors le projet Voltaire, il faut le préciser, c'est une plateforme d'entraînement qui a proposé une offre gratuite pour soutenir les élèves et les collégiens pendant cette crise sanitaire à la maison, en orthographe précisément. Alors je vais commencer par vous demander, pour garder ce lien entre l'éducation et le numérique qu'on a intensifié pendant la crise sanitaire, comment on pourrait pérenniser ce lien? Voilà, c'est ça ma question. Alors, en fait, effectivement, il y a eu une injonction pendant cette crise sanitaire pour les enseignants de proposer en fait des outils à distance, puisqu'effectivement, c'était le seul moyen qu'ils avaient d'être en contact avec leurs élèves. Aujourd'hui, alors c'est encore un petit peu le cas, mais on espère tous que très bientôt, ça sera plus le cas. Et effectivement, il faut penser le numérique de demain et l'éducation de demain. Et je pense qu'on se rend tous compte que le monde a changé. Notre monde a changé, notre manière de communiquer en général a basculé irrémédiablement dans le numérique. On prend moins son téléphone, on a plus tendance à faire des visioconférences, de faire moins de rendez-vous en présentiel. Et dans l'éducatif, et dans l'éducation, et pour les enseignants, cette bascule, elle s'est faite aussi, effectivement. Et puis, cette injonction a permis de lever énormément de peur des enseignants qui ne connaissaient pas les outils numériques, ou pour beaucoup pensaient aussi que le numérique était simplement une manière de reproduire le présentiel, mais à distance. En fait, le numérique ouvre beaucoup plus de portes que ça, surtout pour un enseignant. Ça va lui permettre d'intégrer, en intégrant ces outils dans sa pédagogie, ça va lui permettre de mieux cibler des problématiques de certains élèves, de pouvoir les traiter de manière individuelle, ce qui n'est pas toujours possible de faire sur une classe de 30 élèves. Et donc, ça va lui ouvrir des perspectives. Et c'est surtout ça que ça a changé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est au début du chemin. Oui, ça a démystifié et en même temps, ça ouvre de nouvelles possibilités. Mais est-ce que la formation des enseignants, elle est à jour par rapport à ça? Est-ce qu'ils ont les outils, autant en termes de formation que matériel, pour créer ce nouvel enseignement du numérique? Alors, la question du matériel est une question finalement qui n'est pas si prégnante que ça, puisque justement, là, ce que le numérique transforme, c'est plutôt la manière dont les élèves vont faire leurs devoirs à la maison, puisqu'on est bien sur de l'individualisation d'une partie des contenus de formation ou des contenus éducatifs. À nous, entreprises EdTech aussi, de nous adapter tout simplement aux usages. Oui, donc, aux compétences du public que vous allez servir. Aux compétences et puis à leur équipement. Et en fait, on est beaucoup sur des smartphones aujourd'hui, des collégiens, des lycéens, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas. En tout cas, on ne peut que constater. Comme pour les professeurs, finalement. Effectivement. Le lien est le même, c'est-à-dire que votre cible, c'est aussi autant les professeurs du côté EdTech. En tant que coprésidente d'EdTech France, il y a cette cible-là, des entreprises qui peuvent aller chercher les professeurs pour leur proposer des solutions numériques intéressantes pour créer des cours. Côté projet Voltaire, directrice générale du projet Voltaire, la cible, c'est les élèves, et donc trouver des formats qui vont les intéresser. Alors, on est tous, que ce soit le projet Voltaire ou toutes les entreprises EdTech, on est tous aux côtés des enseignants. Ce que nous partageons comme mission, c'est vraiment d'apporter les outils les plus adaptés pour la réussite des élèves. Ça, c'est quelque chose qu'on partage globalement. Et vous posiez la question de la pérennité.
la pérennité des outils, elle passe parce que tout cela va perdurer parce que les enseignants vont intégrer ça dans leur pédagogie. Donc le choix pédagogique des enseignants est quelque chose de fondamental pour nous. Oui, si on leur impose des outils, il y a de fortes chances que ça prenne moins bien que si c'est eux qui font ce propre choix et qui transforment eux-mêmes leur pédagogie. Alors, est-ce que pendant que vous faisiez avancer ce projet Voltaire, vous avez travaillé main dans la main avec le CNED ? Parce que ça, c'est un sujet aussi qu'on peut aborder. Le CNED, le Centre national d'enseignement à distance, forcément, est sous le feu des projecteurs ces derniers mois. Est-ce que vous avez travaillé dans la main avec eux ? Alors, aujourd'hui, non, le projet Voltaire est une plateforme séparée du CNED, Oui. donc on n'a pas de partenariat de ce type-là. Et en fait, là aussi, le CNED va proposer un certain nombre de ressources. Je pense qu'il est important, et c'est vraiment quelque chose auquel on est très, très attaché, à ce que les ressources ne soient pas imposées aux enseignants. Oui. Il faut vraiment que ce soit eux. Oui, mais on peut s'attendre à ce que le Centre national propose peut-être diverses solutions pour accompagner dans le numérique. Or là, c'est assez restreint quand même. Il faut que ça vienne d'entreprises extérieures, comme celles que vous représentez côté EdTech, ou alors d'initiatives comme le projet Voltaire. Alors, tout dépend de ce que vous appelez des entreprises extérieures, parce qu'en tout cas, effectivement, on est bien toutes les entreprises françaises. Je dissocie l'État et l'entrepreneuriat. Oui, voilà. Après, les éditeurs du numérique éducatif, aujourd'hui, nous sommes en lien avec le ministère, et c'est une très bonne chose. L'objectif, c'est vraiment d'aller sur une coopération qui va vraiment permettre la réussite des élèves, et surtout cette transformation numérique des accompagnants, des élèves, que ce soit les enseignants ou toute la communauté éducative. Aujourd'hui, ce défi-là, nous ne le relèverons qu'en équipe. Oui. Et les enseignants, et l'État, et nous, éditeurs du numérique éducatif. Alors, vous m'amenez à mon prochain sujet. Les GAFAM ont investi un petit peu le secteur public de l'éducation en France. Par exemple, le CNED, on y revient, travaille avec l'éditeur américain Blackboard, le ministère de l'Enseignement supérieur avec l'anglais PeopleCert. Alors, comment expliquer que ce ne seraient pas des acteurs français qui aient pris ces positions-là ? Alors, ça ne va pas être à moi, coprésidente d'EdTech France, de vous expliquer cela. Effectivement, je pense que je n'ai pas cette réponse à cette question. Nous, en tout cas, alors quand je dis nous, c'est toutes les entreprises que représente la filière des EdTech. On s'attache à la souveraineté nationale. Oui. C'est quelque chose qui est important. On parle de données éducatives de nos enfants. Oui. Et de protéger ces données éducatives nous semble quelque chose de très important. Et ces entreprises-là ne sont pas obligées de respecter les données. Et effectivement, aujourd'hui, c'est un message que nous portons. Jouons tous ce jeu-là parce que c'est important que les données éducatives de nos enfants restent en France. Et toute la communauté tech joue le jeu. Et effectivement, ça nous semble vraiment important que si on est en équipe, on joue tous les mêmes règles du jeu. Oui, parce que ces compétences-là, qu'on compare avec Blackboard et PeopleCert, c'est des compétences qu'on trouve dans les entreprises françaises de l'EdTech aujourd'hui. Oui, tout à fait. Voilà. Donc il faut faire peut-être un travail encore pour convaincre l'État ou les organismes étatiques d'aller voir plutôt du côté des Français. Oui, effectivement, d'autant que la filière EdTech aujourd'hui, c'est 400 entreprises qui ont beaucoup de talent et qui innovent vraiment aux côtés des enseignants, mais vraiment en lien avec les territoires, en lien avec les gens qui sont sur le terrain, aux côtés des élèves. Donc il y a une richesse et il ne faut vraiment pas hésiter à aller piocher dans cette richesse-là. Et à la préserver aussi. En un mot, ce sera le mot de la fin, mais on peut parler de la start-up française Lalilou, qui a été rachetée par le groupe américain Renaissance. Il faut protéger aussi ces pépites françaises. Il faut protéger ces pépites françaises, absolument, et puis tout faire pour les garder en France, parce que cette richesse-là, elle est créée sur le sol français et on y tient beaucoup. Bon. Merci beaucoup Mélanie Viennot d'être venue nous parler des enjeux du numérique éducatif. Je le rappelle, vous êtes coprésidente d'EdTech France et aussi directrice générale du projet Voltaire. On poursuit quant à nous avec le talk de la journée. Comment transformer davantage les startups en scale-up, en géants nationaux de la tech? En réponse à cette question, la French Tech a lancé un programme Scale-up Excellence pour donner aux entreprises nées sur les territoires les mêmes chances que celles
né en Île-de-France. Alors, un programme gratuit d'accompagnement pour l'hypercroissance des entreprises de la tech et du numérique ayant dépassé le cap de start-up. Voilà pour le topo. À l'origine du projet, c'est la French Tech de Toulouse, de Méditerranée et de Lyon-Saint-Étienne. Alors pour en parler en plateau avec nous, Brice Chambard, vice-président de French Tech Lyon-Saint-Étienne, également PDG de Hobbies. Bonjour. Bienvenue sur le plateau. Merci. Alors avec nous également Monji Zidi, président French Tech Lille et président de Neoledge. Bienvenue sur le plateau. Bonjour. Alors en visio, cette fois, Clément Saad nous a rejoint, président fondateur de Pradeo et président de la French Tech Méditerranée. Bienvenue. Bonjour à tous. Alors d'abord, pourquoi la French Tech lance-t-elle un tel programme? Est-ce qu'il y a une différence de croissance si significative entre les entreprises qui naissent dans les territoires et les entreprises qui naissent en Île-de-France? Alors ce qui est clair, c'est que la recherche, c'est de créer de l'emploi. Donc l'emploi, c'est vraiment au cœur de l'écosystème. Aujourd'hui, par exemple, sur French Tech One Lyon-Saint-Étienne, il y a 1100 start-up ou scale-up qui génèrent 22 000 emplois. Donc ce chiffre-là, il est pour nous très important. On ne parle que des emplois directs, on pourra également regarder les emplois indirects. Mais pour nous, la création de valeur, elle se fait vraiment au niveau de la création d'emplois. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'une entreprise qui est en croissance, elle va générer beaucoup plus d'emplois que si jamais elle n'est pas en décroissance. Alors avant, il y avait des dispositifs qui existaient, comme le Pass French Tech, qui a été remplacé par le Next 40 et le FT 120. Et on s'est aperçu qu'il y avait, au-delà de ces 120 entreprises, d'autres entreprises qu'il fallait accompagner dans l'hypercroissance. Donc on a monté un programme avec nos collègues des autres capitales French Tech pour, encore une fois, accompagner ces startups, toujours pour créer de l'emploi, avec des volets d'accompagnement. Il y a 4 volets d'accompagnement. Oui. Le premier, c'est un volet business. Aujourd'hui, ce que l'on veut, c'est créer des liens entre les startups qui proposent des services et les donneurs d'ordre. Donc mais là, on est sur pardon, je vous coupe, mais on est sur cette problématique territoriale. Oui, territoriale. C'est ça, sur les territoires. C'est de ça qu'on parle. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a vraiment, pour qu'on comprenne bien, pour commencer ce talk, une différence significative entre la croissance et la création d'emplois, pour revenir sur ce que vous disiez, entre la capitale, Paris, pas les capitales French Tech, et le reste de la France? Il y a automatiquement des différences parce qu'aujourd'hui, on a des fonds d'investissement qui sont plutôt sur Paris, pas forcément en région. Mais ça ne veut pas dire que sur les territoires, il n'y a pas des startups qui sont là pour créer de l'emploi. Et donc, on veut accompagner ces startups, on veut continuer à les accélérer, et donc on veut arriver à identifier ces entreprises qui sont en hypercroissance pour leur apporter des services qui vont les aider à passer encore une fois des caps. Et tout à l'heure, vous disiez devenir des champions mondiaux. C'est notre objectif. C'est l'objectif des capitales French Tech et d'accompagner ces entreprises, encore une fois, sur les territoires. Qu'elles ne passent pas sous le radar, peu importe où elles soient en France. C'est exactement. Clément Saad qui est avec nous. Votre opinion aussi sur cette disparité que vous essayez de traiter avec Brice Chambard, entre autres, cette disparité territoriale. Comment vous l'expliquez, vous ? C'est vrai que la force de la French Tech, justement, le fait d'être divisé en capitales, permet en fait de tirer le meilleur des spécificités de chacun des territoires. Et là où je rejoins Brice, c'est qu'il y a, pour créer des champions nationaux puis internationaux, on a besoin d'accompagner nos sociétés à déjà maîtriser leur environnement local et bénéficier et tirer le meilleur des dispositifs locaux pour ensuite passer à l'échelle. Voilà. Et c'est en ça que ce programme-là peut aider. Votre avis, Monji Zidi, sur cette notion de territoire? Bon, effectivement, en fait, on a à un certain moment souffert en disant que quand on n'est pas à Paris, est-ce qu'on a la même chance? Mais oui, je rejoins l'innovation, elle est pas sur un territoire particulier. Et surtout, dans le numérique, notre marché, il est mondial. Quelque part, il n'est pas que national ou régional. Et de ce fait, on a des avantages dans, par exemple, la fidélité des collaborateurs. Donc on a plus en région qu'en capitale, en fait, à Paris. Et on profite aussi de pas mal de laboratoires de recherche qui sont en association avec pas mal des startups pour une accélération d'innovation. D'un coup, effectivement, aujourd'hui, nous sommes heureux que le développement se fait en région, mais à vocation mondiale. Oui. Donc l'idée, en fait, de ce programme, Brice Chambard, c'est pas tant
de pointer du doigt cette inégalité qu'on pourrait trouver que de mettre en avant toutes les solutions qui pourront empêcher, quoi qu'il arrive, de léser les entreprises qui ont tout le potentiel de devenir une scale-up en région. Tout à fait. Et au-delà de l'aspect notoriété, parce qu'il est clair qu'avoir un label comme le Scale-up Excellence, eh bien c'est quelque chose qui est gage de visibilité supplémentaire. Mais on veut vraiment être dans quelque chose de concret. Donc pour nous, il y a 4 actions majeures qui sont prévues pour les heureux lauréats. À date, on a 75 entreprises qui ont été identifiées, 37 sur French Tech One Lyon-Saint-Etienne et certainement plus lors de la prochaine édition. Mais toutes ces entreprises-là vont être accompagnées. Premier accompagnement, ça va être à minima 20 rendez-vous qualifiés avec des donneurs d'ordre, donc pour générer encore plus de business. Et donc, qui dit générer plus de business, dit plus de revenus et potentiellement plus de marge, et donc plus de création d'emplois. Deuxième point, on va être sur une dynamique où on va proposer un accès facilité à des acteurs qui vont aider pour protéger la start-up. Je pense notamment à l'INPI. Mais je pense aussi à des liens avec l'URSSAF privilégié, ce genre de choses. Enfin bon, vraiment tout l'écosystème qui va permettre aux startups d'avoir accès, par exemple, à l'UGAP pour se passer des appels d'offres publics. Donc encore une fois, pour accélérer leur croissance. Ensuite, on va bénéficier de masterclass comme les euro-lauréats du FT 120 ou du Next 40. Donc là aussi, ça va être des échanges. Et puis après, il y a des échanges entre pairs, donc entre CEO, entre DAF, entre CTO, vraiment pour partager les bonnes pratiques. Et encore une fois, il y a un adage que j'aime beaucoup, c'est « aucun de nous tout seul ne vaut mieux que nous tous réunis ». Et vraiment, la volonté, c'est d'être ensemble pour performer. Et quand on dit ensemble, c'est pas seulement Paris, c'est Paris, la France entière, tous les territoires, en DOM et en TOM, et pour devenir des champions mondiaux. Clément Saad, sur ce point, la collaboration des capitales et des startups entre elles pour créer cet écosystème, renforcer cet écosystème qui existe déjà sous l'égide de la French Tech. Quel est votre point de vue là-dessus ? C'est clé, c'est un élément clé parce que vous voyez, chaque territoire a ses spécificités. Par exemple, le nôtre, il y a des laboratoires qui sont très réputés, il y a des universités, etc. Donc finalement, sur la base des compétences de chacun des territoires, ce serait dommage de les privatiser en quelque sorte. Donc le fait d'échanger avec d'autres startups, d'autres territoires permet de tirer le meilleur de chacun. Voilà. Et là où je rejoins également Brice, c'est que de toute façon, on ne grandira que quand on sera corrigé par les erreurs d'avant, de ceux qui sont passés avant, si vous voulez. Et le fait qu'on ait un retour d'expérience de CTO ou de CFO qui sont passés par telle ou telle étape et qui ont eu quelques difficultés pour y arriver, servira inévitablement de retour d'expérience pour les autres homologues des autres startups. Bon, Jézidi, je vous ai vu réagir au propos de Clément Saad. Oui, en fait, effectivement, le retour d'expérience et surtout la mutualisation et partage de réseau. Moi, je vais ne citer que le volet international. Effectivement, la chasse en meute, c'est quelque chose qu'on développe toujours et on est beaucoup plus fort quand on est vraiment dans un cluster identifié. Et aujourd'hui, je précise que Neoledge, j'ai présidé plutôt par Eric Rufflard, je suis le CEO. Et lui, il développe le développement à l'international avec des partenaires vraiment nationaux pour répondre à des gros projets d'appel d'offres internationaux qui sont dans des pays, que ce soit en Afrique. On venait de gagner des gros projets à l'échelle des États. Et c'est grâce à le rapprochement de quelques startups où on peut couvrir le 360 d'attente de nos clients. Et effectivement, que ce soit en Rhône-Alpes ou dans le Sud, les startups ensemble arrivent à répondre à un beau dossier d'appel d'offres international et c'est comme ça qu'on devient plus fort. Et j'ai vu cette approche-là quand on est à Las Vegas au CES. En fait, on oublie qu'on est concurrent en France et on devient encore plus fort une fois qu'on est directement face à des gros dossiers. Et effectivement, je trouve les startups françaises brille encore mieux à l'international qu'en national. Grâce à cette cohésion. La croissance justement à l'international, est-ce que c'est indissociable du passage d'une start-up à la scale-up ? Est-ce que ça doit être un objectif pour la croissance ? Alors, est-ce que ça doit être un objectif ? Alors là, je vais prendre ma casquette de Brice Chambard, conseiller du commerce extérieur pour la France. Pour moi, oui, parce qu'il faut avoir une vision globale. Si on veut demain
être un champion mondial, il faut avoir cette vision internationale. Pour moi, c'est indissociable. On a un savoir-faire en France qui est unique. On a un savoir-faire à la française. Quand on dit le Made in France, c'est pas pour rien. Eh bien, ce savoir-faire, il faut savoir aussi l'exporter. Et je pense que dans la vision de l'entrepreneur, de l'entreprise, eh bien, il faut avoir cette vision qui soit globale. Et pour moi, c'est un passage qui est indissociable. Oui. Clément Saad, idem sur le sujet de l'international. Scale-up, forcément, ça va rimer avec ambition internationale pour vous ? Forcément, il ne faut pas oublier que la French Tech, c'est l'innovation. Et par définition, l'innovation locale, l'innovation française, ça n'existe pas, ou alors ce n'est pas une innovation. Donc une innovation, elle est forcément sur un périmètre beaucoup, beaucoup plus large. Et donc forcément, quand on crée une société dans l'innovation, on sait que le terrain de jeu ne sera pas local et il sera beaucoup plus global. Voilà. Donc, c'est effectivement, je rejoins ces clés dans le développement d'une société innovante. Alors, Brice Chambard, la région Auvergne-Rhône-Alpes, dont vous êtes le représentant French Tech, a créé un fonds souverain. Est-ce que pour vous, d'abord, c'est une solution adéquate à l'éclosion de cet écosystème scale-up française ? Et qu'est-ce que vous en attendez ? Quand est-ce que vous en attendez des résultats ? Alors, la notion du fonds souverain, elle existe déjà depuis pas mal de temps. Nous, avant la French Tech, on avait sur le territoire un dispositif qui s'appelle le dispositif Pépite. Donc, dispositif Pépite qui était orchestré par la CCI, Lyon-Saint-Étienne, et par la métropole de Lyon. Ce dispositif existe toujours. Donc maintenant, il y a un fonds souverain, effectivement. Moi, je pense que toutes les aides, toutes les solutions qui vont apporter du soutien, que ce soit du soutien en termes de compétences, ça peut être du mécénat de compétences ou en termes financiers, c'est quelque chose qui est positif. Donc je trouve que c'est une très bonne initiative. Et encore une fois, ça existait déjà, c'est renforcé aujourd'hui avec ce fonds souverain qui arrive. Mais j'ai envie de dire, s'il y en a encore 10 comme ça qui arrivent, tant mieux, tant mieux. Parce qu'encore une fois, le focus, c'est devenir des champions mondiaux, créer de l'emploi sur les territoires et partout. Et pour ça, on a besoin de moyens financiers notamment. Clément Saad, en Méditerranée, il faudrait un fonds souverain également ? Écoutez, je vais vous annoncer un scoop, mais on est en train de monter un fonds d'investissement parce que ce qu'on observe souvent, c'est que ce qui fait un peu défaut sur le territoire national, c'est que les premiers tours de table de nos sociétés sont souvent trop dilutifs, de sorte à ce qu'après, dans l'histoire de développement de la société, les dilutions ont été telles que le chef d'entreprise, assez naturellement, se pose la question de céder ou non son entreprise. Et c'est vrai que par le label French Tech et par le regroupement des chefs d'entreprise des territoires qui sont passés par là, si on peut mettre une sorte d'étiquette d'excellence sur les sociétés qui cherchent à lever, de sorte à ce qu'elles puissent lever beaucoup plus que la normale, alors on y gagnera. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce fonds qui se prépare ? Non, l'idée, c'est de rassembler les entrepreneurs emblématiques locaux, de sorte à ce que lorsqu'on fera, une start-up cherchera à faire un tour de table, elle puisse s'autoriser potentiellement à faire un tour de table plus élevé que la normale, avec l'aval et la validation de ces chefs d'entreprise qui prendront le dossier et diront nous, ce dossier-là, on considère qu'effectivement c'est un beau dossier qu'il faut appuyer et donc on y apporte un tampon. Derrière ce tampon, bien évidemment, les chefs d'entreprise mettent de leur argent dans le dossier. Mangizidi, un mot là-dessus ? Oui, en fait, effectivement, aujourd'hui, si on veut garder une avance par rapport à nos concurrents à travers le monde, la levée de fonds est un élément important. Et pour les entreprises qui sont dans des secteurs très pointus, comme la défense, la cybersécurité et des éléments, on a tout intérêt d'avoir pas seulement un fonds souverain régional, mais plutôt un souverain national et qui est capable de mettre des tickets beaucoup plus importants si on veut garder une compétitivité par rapport à des entreprises à vocation mondiale. Effectivement, dans le Nord, on a la cybersécurité qui est un axe très important. Beaucoup d'acteurs travaillent pour essayer de financer et accompagner le campus de la cybersécurité et criminalité, puisque c'est une des spécialités de la région du Nord, et le secteur défense qui est un élément assez important, d'où Neoledge a un volet complètement important que sur le côté défense, puisque aujourd'hui on a de plus en plus des projets qui demandent une valeur probante, une valeur sécuritaire, pour que le numérique et la transformation digitale
que effectivement, on est très content, comme il dit mon associé Eric Rufflard, le président de Neoledge, on a réussi à transformer cette pandémie d'une crise à une opportunité pour montrer qu'on peut accélérer cette transformation digitale à l'échelle nationale et internationale avec les technos que des startups françaises brillent partout dans le monde. Donc vous pensez quand même que globalement l'État pourrait pousser davantage pour la croissance de ces entreprises? C'est un soutien, mais je ne crois pas que c'est l'État. Tout ne revient pas à l'État. Quand même, on est conscient qu'il y a une limite. Mais par contre, c'est important, au moins sur l'aspect souverain, pour qu'au moins on ne perd pas dès le premier tour de table un petit peu des startups qui partent parce qu'on ne trouve pas les tickets en région ou à national. Donc effectivement, nos startups, on a tout intérêt qu'ils restent le plus longtemps possible en France avant de partir à l'international. Moi, je crois qu'il faut se développer en local, en région, parce que les emplois se développent en région, avant tout, et avoir une vision, une ambition internationale, d'où la scalabilité qu'on cherche tous, parce que notre marché n'est pas qu'en France, et il est mondial, et la compétitivité, elle est mondiale, et c'est important. Alors, si on prend un peu de recul sur ce qui vont faire la composition de ces futurs scale-up. On peut aller aussi du côté des dirigeants. Porter les dirigeants des entreprises, Brice Chambard, c'est une des clés de la réussite de ces entreprises et de leur croissance. Je pense que c'est fondamental de penser au bien-être des collaborateurs. Et dans les collaborateurs, au sens large, il y a également le bien-être des dirigeants. Oui. J'ai beaucoup aimé les propos juste avant par rapport à la dilution. Oui. Dilution d'entreprise, où à un moment donné, on peut se poser la question de se dire, finalement, est-ce que c'est toujours mon entreprise? Est-ce que j'ai toujours l'ADN? Alors nous, chez Obiz, il me reste encore 99,78% du capital. Donc j'ai réussi à protéger jusqu'à présent ce capital-là. Mais je sais qu'il a fallu en 10 ans que je prenne, il a fallu que je prenne soin de ma santé. Ouais. Alors, il y a plein de solutions qui existent, mais je pense que faire un focus sur l'accompagnement du bien-être et de la santé du dirigeant, comme le bien-être et la santé du collaborateur, c'est quelque chose qui est fondamental. Sa santé, son bien-être, et pour que ce soit source de performance, d'optimisation quelque part de son potentiel. Donc, c'est pour moi des sujets qui sont très importants. Clément Saaz, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose là-dessus? Le bien-être, se concentrer aussi sur l'état d'esprit des patrons français de start-up. L'adage, quand je me regarde, je m'inquiète, quand je me compare, je me rassure. Enfin, le métier de chef d'entreprise est un métier qui est passionnant, mais qui parfois est assez solitaire. Et le fait de pouvoir échanger, faciliter l'échange entre chefs d'entreprise, forcément, ça tire vers le haut, parce que on est tous passés par des difficultés, parfois même les mêmes difficultés. On les a sans doute résolues de manière différente. Si on peut permettre à d'autres, par de l'échange, d'aller beaucoup plus vite, ou voire même éviter le problème, on y gagnera tous. Effectivement, moi, c'est ce que je dis. Par contre, on a... Pour casser cette solitude, moi je suis très content que finalement mon associé, les deux, que ce soit Eric Rufflard ou Christian Serru, en fait depuis longtemps on est ensemble, et le fait que le patron ne se retrouve pas seul, c'est une chance. Et on partage, et même à l'extérieur, et via la French Tech, entre pairs, quand on partage des expériences, on revient en entreprise et on partage aussi avec ses associés, et ça c'est une chance aussi, parce que effectivement, je tiens toujours un proverbe qui dit « une main n'applaudit jamais toute seule », donc on a besoin les uns des autres pour avancer et partager. Et effectivement, à chaque rencontre, immédiatement, parfois le problème qu'on gère depuis une semaine ou deux, on trouve la réponse chez l'entrepreneur à côté qui lui a dit « bah oui, mais j'ai eu ça, mais je l'ai fait comme ça, et c'est comme ça qu'on avance ». Et nous, on a essayé de casser cette approche-là par les échanges entre associés tout le temps. C'est-à-dire une fois par semaine, obligatoire. Il faut vraiment qu'on partage tout pour que rien ne reste au-delà d'une semaine, et surtout avec les collaborateurs managers. Ça, c'est une chance. Et je te rejoins sur le côté vraiment bien-être. En fait, à chaque réunion, même pendant le Covid, les apéros de vendredi soir sont restés même en étant à distance, parce que effectivement on a besoin de partager et échanger avec nos collaborateurs. Alors avant de terminer, ce sera le mot de la fin, Brice Chambard. Cette fois en tant que patron d'Obiz, je reviens vers vous avec cette annonce d'entrée en bourse.
Un mot là-dessus ? Alors, c'est une nouvelle, c'est un scoop. Je veux dire, on a l'AMF, donc l'autorité des marchés financiers, qui a approuvé notre document d'enregistrement. Alors, Obi, c'était un petit peu plus de 9 millions d'euros en 2019, c'est un peu plus de 15 millions 4 en 2020. Donc, on est sur l'hypercroissance rentable, puisqu'on a un EBITDA positif à peu près de 5%. Et pour accélérer, on a une ambition qui est de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, 8 millions d'EBITDA d'ici 2025. Donc pour accélérer, il faut des fonds. Alors il y a la Banque des Territoires, il y a des fonds qui existent, il y a des fonds souverains, etc. Mais on étudie aussi l'option donc de la bourse, ce qui permet d'accompagner notamment sur le volet international, sur le volet croissance externe. Et ça, c'est des sujets qui pour nous sont très importants. Donc on se lance dans cette aventure et ça se passe en région, ça se passe sur la région Auvergne-Rhône-Alpes et au sein de French Tech One. Oui. Et donc, j'invite tous mes partenaires entrepreneurs qui auraient besoin d'un retour d'expérience, qu'ils n'hésitent pas. Nous, ça fait déjà plusieurs mois qu'on travaille sur ce sujet-là. Et d'avoir le retour de l'AMF, donc un retour positif, eh bien, ça nous permet de voir les choses de manière un peu différente. Voilà. Merci d'avoir partagé cette annonce avec nous, avec le plateau de Smart Tech. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce talk sur la French Tech, les territoires et comment transformer ces startups en scale-up. Merci à vous aussi, Clément Saaz, qui est à distance, et puis pour cette annonce d'un fonds d'investissement méditerranéen en préparation. On note ça pour plus tard. On va poursuivre quant à nous, parce que c'est l'heure tout de suite du rendez-vous disruption dans l'émission. De retour sur Smart Tech, Alain Staron nous a rejoint. Bonjour. Bonjour Cécilia. Bienvenue sur le plateau de Smart Tech. Je le rappelle, vous êtes disrupteur opérationnel, auteur de Autodisruption et CEO d'Amborella. Alors aujourd'hui, on va parler de la Poste. Et est-ce que l'intelligence artificielle peut disrupter la Poste ? C'est votre sujet. Oui, la Poste vient d'annoncer avoir racheté une société de conseil d'intelligence artificielle Open Value. Alors est-ce que vous pouvez revenir sur l'histoire de la Poste ? Pour qu'on mette en perspective. On peut se poser la question, parce que la Poste, quand même, a été fondée par Louis XI en 1477 pour transporter les messages du roi. Oui. Il a fallu 100 ans pour se mettre à transporter les messages des particuliers, grâce à Henri III. Et il a fallu attendre 1830 pour mettre un bureau de poste, une boîte aux lettres dans chaque commune, pour commencer à faire en sorte que chacun puisse en profiter. Et puis la diversification suivante, ça a été dès 1880 avec la banque, en fait, la caisse d'épargne. Et ce qui traduit le fait que la Poste est considérée comme un tiers de confiance. On peut mettre son argent à la Poste. Ça serait important pour la suite. Voilà. Et puis, ça a été long quand même. Ça a été très long. Mise en place des solutions, ça croît. Ouais. Et puis ça s'est arrêté en 1991. La Poste n'a pas eu le droit de continuer les télécoms. Donc on a séparé les PTT, Poste Télégraphe Télécom, alors la Poste d'un côté et France Télécom qui est devenue Orange. C'était un parti pris fort. La techno d'un côté. Oui. Le business classique réel de l'autre. Donc la Poste s'est ancrée là-dedans. Et manque de peau, que devient le courrier ? De moins en moins puissant, de moins en moins de volume de vente. Oui. Et donc forcément, l'activité va mal. Le président a annoncé moins 1 milliard sur l'activité courrier en 2020 versus 2019. Mais alors comment vous l'expliquez ce déclin ? On envoyait des cartes postales, vous envoyez des selfies. On envoyait des lettres, vous envoyez des mails. Même votre déclaration aux impôts, vous la faites dématérialiser. Donc, il y a de moins en moins de courriers envoyés. La technologie a disrupté le métier du courrier, c'est-à-dire qu'on a changé les usages. Donc, c'est un premier gros facteur. Et le deuxième, c'est qu'on pourrait penser que j'envoie moins de lettres, mais je reçois plein de colis. Et là, on est sur le commerce en ligne, les plateformes de commerce. Et d'ailleurs, Géodis, la filiale de la Poste qui fait tout ça dans le monde entier, est devenue le premier tiers des activités de la Poste. Donc c'est devenu le plus gros. Oui. Quand même, pour fixer les idées, Géodis, c'est 2,5 milliards de colis par an, pour tout le monde. Amazon, à lui tout seul, c'est 3,5 milliards, sans compter les sous-traitants. Ouais. Mais alors, qu'est-ce qu'ils font, les postiers, maintenant ? Alors, donc, les postiers, ils sont un petit peu dans la banque, beaucoup dans le réseau, parce que la Poste doit conserver 17 000 points entre les bureaux de poste et les agences communales, et dans le courrier. On a dit dans le courrier, sauf que comme il y a de moins en moins de courriers, mais il faut être capable de livrer les lettres, on a des facteurs à qui il faut demander de faire autre chose. Et donc là, on rentre dans le début de la transformation. Vous avez des facteurs qui viennent passer du temps avec les personnes âgées. Vous avez des facteurs qui viennent collecter les vieux papiers. Vous avez des facteurs qui
signale les problèmes dans la voirie ou ailleurs. Et donc on voit bien que ce réservoir humain, cet ancrage territorial extrêmement puissant de la Poste sert. Et on le met à profit. Et voilà, et c'est comme ça que le président le présente quand il dit qu'il conforte les acquis, les métiers historiques et puis sa mission de service public. Et il décompose ça en la transition démographique, les personnes âgées, la transition écologique, je ramasse les vœux papier, etc., la transition numérique, etc., etc. Donc on est bien dans une logique où j'utilise mon actif pour les postiers, pour essayer de faire autre chose. Et alors l'intelligence artificielle, quand est-ce qu'elle intervient ? Il n'y a pas d'IA dans tout ça. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont annoncé, autour de cette opération d'acquisition, la Poste va devenir un conseil souverain, éthique et indépendant, et de confiance, en intelligence artificielle. Donc ça, c'est intéressant parce que vous connaissez l'histoire, où vont nos données chez les Américains, et la Cour européenne de justice a validé le Privacy Shield, ce qui veut dire qu'on ne peut plus faire confiance à un Microsoft chez qui nos données de santé sont hébergées aujourd'hui. Notre ministre Olivier Véran a dit, premier juré, dans 2 ans on change, mais là aujourd'hui j'ai pas de solution. Est-ce que la Poste peut aller dans l'hébergement des données souveraines ? Vous pensez qu'elle voudrait se positionner sur ce terrain-là ? C'est trop tard. J'ai envie de dire c'est trop tard. On est déjà dans le coup d'après. Et si je poursuis Microsoft, Microsoft a annoncé la semaine dernière, hasard du calendrier, lui aussi il a racheté une boîte d'intelligence artificielle. Sauf qu'il a racheté 17 milliards. C'est la moitié du chiffre d'affaires de la Poste. Et c'est une boîte qui ne fait pas de l'IA absolue, qui fait des agents conversationnels pour la médecine. Et donc, il se spécialise dans la télémédecine. La Poste a un vrai sujet en médecine. Tiers de confiance, médecine, ça s'y prête bien. La difficulté, c'est est-ce qu'on peut rester généraliste ? Mon intuition, c'est cette petite société au Pas-de-Value qui a de grande qualité et sur un certain nombre de fronts. Ils ont d'autres sociétés qui font aussi des choses en intelligence artificielle. C'est probablement le vecteur pour se dire où est-ce que je peux aller ensuite, parce que, évidemment, on ne peut pas racheter des boîtes à 17 milliards. Mais souvenez-vous, Amazon, à la fin du siècle dernier, c'est pas si vieux que ça, c'était une modeste librairie en ligne. C'est vrai. Donc on peut partir de peu et aller très loin. La question, c'est est-ce qu'ils vont isoler le bon créneau pour y aller vite et faire ce à quoi moi je rêve. Vous avez des GAFA américains d'un côté, des BATX chinois de l'autre. Je rêve de 4 lettres européennes. Vous avez des grandes ambitions pour la Poste, Absolument. Décidément, avec l'intelligence artificielle. Merci beaucoup Alain Staron d'être venu nous présenter votre sujet. Disrupteur opérationnel, je le rappelle, et auteur de Autodisruption, CEO d'Amborella. Merci pour ces éclairages. On poursuit quant à nous avec votre séquence Et demain. Demain, la plateforme Twitch deviendra peut-être une forme de revenu pour tous et pas seulement pour les initiés, pour les superstars de ce réseau. Alors avec nous, on a Kevin Comte, fondateur de Streamrunner. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau. Vous êtes un utilisateur de Twitch et puis vous avez décidé de lancer un service pour donner une place aux annonceurs sur des streams qui sont moins populaires. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça fonctionne ? Donc c'est un système assez simple. Lorsque l'utilisateur s'inscrit sur la plateforme, il va pouvoir regarder des petits streamers, ça va de 5 à 20 viewers à peu près, et grâce à ça, il va gagner des points qui lui serviront de participer à des tombolas pour gagner des cadeaux proposés justement par les annonceurs. De ce fait, ça crée un circuit où le streamer est gagnant puisqu'il gagne en visibilité, le viewer est gagnant puisqu'il gagne des récompenses, et l'annonceur est gagnant puisqu'il met en avant sa marque et son produit. Donc tout le monde est gagnant. Mais alors comment ça se passe ? Pendant qu'on regarde le stream, est-ce qu'il y a des pubs par exemple ? Il y a quelques pubs. Après, il y a effectivement un service payant pour enlever les pubs, mais nous, on se rémunère via les pubs puisqu'on doit payer la communication. Bien sûr. Voilà. Et ces annonceurs-là, quel est l'intérêt pour eux d'aller sur des petits streamers ? Alors, l'intérêt pour eux, c'est pas d'aller sur les petits streamers, mais d'aller sur notre plateforme en fait directement, puisqu'ils vont avoir la visibilité de tous les utilisateurs inscrits sur la plateforme. Et pour ces streamers-là, comment ils sont sélectionnés ? Alors, nous, on s'est donné le choix de ne pas les sélectionner parce qu'on n'est personne pour juger la qualité d'un contenu. Donc, c'est les viewers qui sélectionnent en fait directement les streamers qui veulent regarder. Donc, il y a un vote ? Il y a pas, non, c'est pas un système de vote, mais en fait, c'est eux qui s'attachent aux streamers s'ils veulent continuer à le voir. Et après, libre à eux de retourner sur la plateforme Twitch pour soutenir ce streamer et le regarder au-delà de nos services. Donc on peut utiliser votre site, votre plateforme, en plus de la plateforme Twitch. Oui, tout à fait, c'est complémentaire. Et on retrouve les mêmes streamers. Exactement. Comment ça fonctionne ? Avec un système d'abonnement ? Oui, alors le site est entièrement gratuit.
Et pour certains streamers qui veulent aider à financer le site et avoir quelques avantages, ils peuvent s'abonner. On a 2 abonnements à 4,99 et un à 9,99. Voilà. Donc c'est pas obligatoire de s'abonner? Absolument pas. Il y a déjà des systèmes de publicité. La publicité a déjà trouvé sa place sur Twitch. Alors, pourquoi vous décidez de proposer une solution en plus? En fait, à la base, le concept, c'était d'aider les petits streamers à se faire connaître, mais c'était uniquement entre streamers. Et du coup, on se coupait d'une partie de la visibilité qui existe sur Internet. Et c'est là où on s'est mis à donner des cadeaux. Et essentiellement, c'était nous qui les offrons, avec nos sous, nos moyens, entre streamers. Et c'est là qu'on s'est dit, on donne de la visibilité. Donc pourquoi pas donner de la visibilité aussi à des petites marques, à des petits studios de jeux vidéo indépendants. Oui, et dans de là, le sens, oui. Voilà, on a contacté des studios de jeux vidéo. Ils ont répondu favorablement et ça a fait un engrenage. Et voilà. Demain, chaque streamer pourra gagner de l'argent ou des lots grâce aux services comme le vôtre? Des lots, oui. De l'argent, je ne sais pas. C'est pas que c'est la prochaine étape? Ce serait bien, on y travaille. Maintenant, il y a beaucoup de monde sur Twitch. Je crois qu'on vise mondialement si je dis pas de bêtises, 300 millions de chaînes. Ça fait beaucoup de bouches à nourrir. Et on ne pourra pas... Voilà. Mais l'idée, c'est quand même que... l'objectif d'un streamer, est-ce que c'est forcément toujours d'atteindre des records de vues comme, je sais pas, on peut citer Ninja qui est le plus connu? Bien sûr. Je pense pas que ce soit le but de Parce tous les que ça, c'est des personnes qui gagnent énormément bien leur vie. En plus, donc il y a un vrai modèle économique en plus de la passion qu'on peut retrouver sur Twitch, c'est-à-dire la passion du jeu vidéo et de cet univers-là. Tout à fait. Sur Twitch, dans le monde, il y a à peu près 2% des gens qui gagnent leur vie grâce à Twitch, sur beaucoup de chaînes. Si je prends mon exemple personnel, moi, mon but, c'est pas de gagner ma vie avec Twitch. Je suis streamer personnellement, mais ça m'embêterait d'arriver au stade de Ninja, par exemple, parce que je pense personnellement qu'il ne peut plus vivre de sa passion comme il veut, parce que son chat défile à une vitesse qu'il n'a pas le temps de lire tous les messages, honnêtement. Je pense que 100-200 viewers, ça reste correct pour pouvoir lire les messages, avoir une vraie communauté soudée. Donc vous voulez créer un modèle économique qui respecte le lien humain? Ah oui, tout à fait. Que vous trouvez dans votre passion d'utiliser Twitch? Tout à fait, oui. Nous, on s'engage justement, on fait en sorte que les gens ne regardent pas le Twitch, le stream, mais ils s'investissent dedans aussi. Là, on est en train de mettre un système de quête où le concept, c'est d'aller parler au streamer, essayer de le découvrir, sa personnalité, voilà. Merci beaucoup d'être venu, Kevin Comte, fondateur de Streamrunner, partager avec nous votre vision du Twitch de demain et le système que vous avez mis en place avec Streamrunner. Et merci à vous tous de nous avoir suivis dans cette édition de Smart Tech. Tout de suite, c'est l'heure du lab, le temps pour moi de changer de tenue et puis on se retrouve avec des entreprises et des startups innovantes. Et pour Smart Tech, rendez-vous demain, même heure, sur Bismart.